Bonjour Pierre Assouline. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, romancier, membre de l'Académie Goncourt et vous signez chez Gallimard un roman qui m'a bouleversé, qui bouleversera sans doute beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui. Il a pour titre L'Annonce et se partage en deux temporalités, la guerre du Kippour de 1973, puis l'après 7 octobre 2023. Deux temporalités, mais une unité de lieu, Israël. Vous confessez avoir passé 50 ans à ne pas écrire ce livre. Pierre Assouline, pourquoi cet évitement et qu'est-ce qui vous a conduit à franchir le pas et à nous mettre dans ceux de Raphaël, le narrateur, engagé volontaire français en Israël en 73, avant d'y revenir 5 décennies plus tard, en espérant retrouver peut-être celle qui avait fait battre alors son cœur? L'évitement chez un écrivain, c'est quelque chose de classique. Et donc là-dessus, je ne me suis pas trop interrogé. Il y avait le fait surtout que je n'ai pas du tout le côté ancien combattant, parce que mon père m'a prémuni contre ça. Lui qui était un véritable ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, contrairement à moi. Mais ce qui m'a décidé, en fait, c'est la perspective du 50e anniversaire. Donc j'avais commencé à écrire ce livre avant le 7 octobre. Et bien entendu, en me disant, pour les 50 ans, je vais retourner là-bas avec un ou deux copains qui étaient Mitnadev avec moi, volontaires. Donc Raphaël, c'est vous? Oui, c'est moi, oui. Je ne veux pas raconter d'histoire, mais j'ai voulu le mettre à distance quand même. Ouais. D'abord pour pouvoir le critiquer, et puis parce que c'est une démarche d'écrivain. Mais bien entendu, lui, c'est moi, et tout ce que je raconte est authentique et est arrivé. Et je me disais, voilà, on va y aller 50 ans après, et on verra un petit peu ce qui a changé. On fera un bilan personnel, bilan d'Israël aussi, etc. Et donc, j'avais écrit les 3/4 de mon livre quand est arrivé le 7 octobre. Et là, d'instinct, je me suis dit, c'est impossible de l'ignorer. Parce qu'il y a une résonance évidente entre les deux événements, à 50 ans de distance, pratiquement jour pour jour. À quelques heures près, c'est jour pour jour. À 50 ans de distance, tout de suite sont apparus des points communs, des analogies, des parallèles, et notamment l'impréparation, les lacunes, les erreurs. L'hubris, on va y revenir dans un instant. Oui. Vous comptez une forme d'effervescence et d'émoi parmi les Juifs de France lors du déclenchement de cette guerre d'octobre, dont les premiers jours ont été, rappelons-le, dramatiques pour Israël. C'était un peu différent de ce qui s'était joué en 67 en France pendant la guerre des 6 jours? Oui, c'était différent parce que en 67, d'abord, c'est une victoire éclair dans une guerre éclair. Donc les gens n'ont pas eu le temps de se retourner et surtout, la victoire israélienne a fait l'admiration de tout le monde. C'était ça, l'ambiance de l'époque, en France, mais en Europe. Il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, les choses sont tellement différentes. En 73, le pays, Israël, était envahi par ses voisins. Et le destin des armes n'était pas du tout favorable. Donc, pendant 10 à 15 jours, les gens, un peu partout, tous ceux qui avaient le souci d'Israël, étaient inquiets pour l'avenir du pays. Donc les choses étaient complètement différentes et toute la communauté juive s'est pratiquement portée volontaire, mais dans les paroles. Hélas, pas tellement dans les faits. Mais en tout cas, il y avait cet enthousiasme général. La première annonce dans ce livre, c'est celle du départ du narrateur à ses parents qui sont troublés mais qui acceptent cette décision. Certains proches, par contre, au contact de Raphaël, s'étonnent de ce départ en contestant même parfois sa légitimité au regard du comportement militaire prêté à tort ici à Israël. L'éloignement des deux pays, des deux sociétés est déjà là en germe, 5 ans après le fameux discours de De Gaulle. Oui, mais non, les gens qui étaient un peu dubitatifs sur mon engagement, c'est qu'ils me connaissaient mal, tout simplement parce que j'étais militant sioniste, très actif, très engagé, sioniste socialiste. Et donc, à une époque, je vous rappelle qu'on est après mai 68, où tout le monde était militant et engagé au lycée et à la fac. Et je l'étais au lycée, puis ensuite à la fac. J'étais étudiant à ce moment-là, en 73. Et donc, tout le monde, je veux dire, donc... Moi, je l'étais dans ce créneau particulier, pour des raisons évidemment qui tiennent à mon éducation, etc. Et bon, c'est qu'ils me connaissaient mal, c'est tout. Mais pour moi, il n'y avait même pas à réfléchir. Il fallait y aller. On ne peut pas, pendant des années, étudier le sionisme, militer pour le sionisme, tous les jours, tout le temps, en diaspora. Et le jour où ça se passe, le jour où il y a un vrai danger, où le pays est menacé, rester chez soi. C'est impossible.
une forme de cohérence entre la pensée et l'action. Là. Enfin, pour moi, c'était ça. C'était, si on veut atteindre la sagesse, je ne parle pas du bonheur, mais la sagesse, l'harmonie intérieure, la moindre des choses, en toutes circonstances, c'est de mettre en accord ses actes et ses idées. Ça paraît évident, mais ce n'est pas évident du tout. Ces volontaires français se frottent assez vite à l'accueil à l'israélienne, si j'ose dire. Barrez-vous et retournez en France dans vos boîtes de nuit, vous lance un homme à votre arrivée à un moshav. Ce qui est singulier, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous arrivez en Israël au milieu d'une guerre pour aider alors que vous n'avez jamais servi en France. Non, la plupart d'entre nous, sauf un ou deux, n'avaient même pas encore fait leur service militaire ou comptaient le faire, ou plus ou moins. Mais moi, j'avais été réformé parce que si vous envisagez d'aller au bataillon de Joinville. En tant que sportif. Et ça ne s'est pas fait, hélas. Mais c'est vrai que on était volontaire sans préparation militaire, mais n'oubliez pas une chose. Contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas de volontaire militaire. Aucune armée au monde n'accepte que des gens viennent comme ça de n'importe où. Il peut y avoir des espions, il peut y avoir... Voilà. Et de ça, encore moins que les autres. Donc c'était évident que c'était un engagement. On l'avait signé avec un accord, un contrat, pour travailler dans un moshav et rester 2 mois après le cessez-le-feu, quelle que soit la date du cessez-le-feu. Donc ça nous a menés jusqu'à Noël. Et voilà, il s'agissait de remplacer un Israélien qui était au front, de le remplacer dans son travail pour que sa famille, d'une certaine manière, puisse continuer à vivre à peu près normalement et que tout ne soit pas perdu sur le plan économique. Et dans votre cas, pour vous occuper notamment des dindons. Voilà. On verra ça pour... Les fameux dindons. Je m'y connais maintenant en dindons. Avant, c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà. Mais c'était aussi une façon pour moi, après, une fois que j'étais installé dans ce moshav, de connaître le pays différemment. Je connaissais Israël, mais là, voir le pays en guerre, y vivre normalement, alors que le pays était assiégé quand même. Il faut imaginer, non seulement l'armée syrienne et l'armée égyptienne qui avaient envahi le territoire, mais qui aussi étaient soutenues par tout le monde arabe. L'Union soviétique envoyait des armes, mais le monde arabe, derrière, poussait. Il y avait même une brigade marocaine. C'est loin le Maroc par rapport au champ de bataille. Donc, l'ambiance n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est tout à fait autre chose. Leonard Cohen débarque également en Israël pour soutenir les soldats. C'est lui que vous avez d'ailleurs choisi avec votre éditeur, ou pas d'ailleurs, en couverture du livre avec votre éditeur. J'adore cette photo. Très belle photo que je ne connaissais pas. Comment Leonard Cohen, ou Leonard comme vous l'appeliez, est-il arrivé sur le terrain, chantant notamment devant les troupes du général Ariel Sharon et son béret rouge offert par les paras-français, et qui sera l'un des héros de cette guerre? Tout simplement, nous, en tant que groupe organisé, militant, etc., on avait, la fédération sioniste séfarade qui avait tout prévu avec ce moshav, donc qui nous attendait. On a eu des places d'avion in extremis dans un avion de la Croix-Rouge qui apportait du sang. Il y a une scène par ailleurs hilarante à l'aéroport au moment des contrôles, mais je laisse les lecteurs la découvrir. Mais, et puis une scène triste dès le départ, c'est que dans l'avion, il y avait donc des matériels sanguins pour les blessés. Et il y avait nous, une quinzaine, on était maximum. Et puis il y avait Ager Ben Nathan, qui était tout seul, qui était l'ambassadeur d'Israël en France, qui rentrait en urgence pour enterrer son fils, qui avait été tué au combat. Donc on était dans l'ambiance tout de suite, si vous voulez. Mais j'ai oublié, votre question. Leonard Cohen. Tout simplement, il a entendu ça à la radio. Il était dans son île en Grèce. Il a trouvé un bateau pour Athènes. À Athènes, il a trouvé, je ne sais pas comment, un billet d'avion. Bon, c'est Leonard Cohen, c'est pas n'importe qui. Un billet d'avion pour Tel Aviv. Et là, il a excité avec sa guitare. Il a loué une voiture. Il a demandé c'est où. On lui dit si vous voulez aller au front, c'est dans le sud, c'est là-bas. Et il était allé dans le Sinaï. Et on l'a laissé passer. Alors que des journalistes, eux, étaient bloqués. On l'a laissé passer dans le Sinaï. Dès qu'il voyait un attroupement il se mettait avec eux. Un attroupement de soldats qui fumaient des cigarettes, il se mettait avec eux. On l'apportait une casse à savon. Il s'asseyait, puis il chantait. C'était le but. Et il faut dire qu'à l'époque... Il a été cornaqué aussi un petit peu par Matti Caspi, chanteur très célèbre à l'époque et encore aujourd'hui. Et Matti Caspi, d'ailleurs, est sur la photo de couverture. Il l'a cornaqué pour l'amener dans les bons endroits, mais il a même, tenez-vous bien, passé le canal de Suez avec sa guitare
pour distraire les soldats. Il va pas très bien, vous le rappelez à l'époque, il sort d'une dépression chronique, mais sa présence aux côtés des soldats, juste pour être là, précise-t-il, était comme magnétique. Cohen, que le narrateur cherchera éperdument à retrouver en quête du moindre indice, trouvé dans la presse musicale israélienne. Et vous savez que j'aime les archives. Je vous propose d'écouter une archive de Cannes Israël. On est le 1er novembre 1973. On parle justement de cette tournée de Léonard Cohen en Israël. כששמעתי לראשונה על פרוץ הקרבות, ידעתי וחשתי דבר אחד, עליי להיות איתכם. לא היה בכוונתי להופיע וגם לא הודעתי לאיש על בואי, פשוט באתי כמתנדב כדי לסייע בעבודה באחד הקיבוצים. ליאונרד כהן הגיע ארצה לפני ימים אחדים וגויס מיד להופעות בהתנדבות לפני חיילי צה"ל בקווים הקדמיים. Je ne viens que pour aider, dit Léonard Cohen. Oui. C'était ça. Et pour s'inspirer aussi, parce qu'il a trouvé l'inspiration d'une ou deux chansons, notamment dans la liturgie du Kippour, qu'il connaissait bien. Muntané Tokef, vous vous rappelez dans le... Oui. Et alors par la suite, il n'en a pas reparlé de cet épisode, pas du tout par honte, mais voilà, il voulait pas insister là-dessus. Ce qui est drôle, c'est que Bob Dylan, qui est juif, Zimmerman, n'est pas venu, lui. Mais ça lui a inspiré une chanson de soutien à Tzahal, qui est d'un sionisme radical. Je reproduis un peu les paroles dans mon livre. Si les fans de Bob Dylan aujourd'hui, ceux des campus américains, où on voue Israël aux gémonies, s'ils savaient qu'il y a cette chanson de Bob Dylan de soutien à Tzahal, ils en seraient malades. Alors, il faut rappeler le bilan terrible de cette guerre côté israélien, 2689 tués, 7521 blessés, 294 prisonniers de guerre. Et il y a cette phrase, j'ai trouvé très belle et qui résonne particulièrement en ce jour de Yom HaZikaron. On est juif par le sang reçu, on est juif par le sang reçu, mais israélien par le sang versé. Et oui, ça résume... Vous savez, il suffit d'une phrase parfois pour résumer toute une situation. Et ça sera toujours la différence entre eux et nous. Nous en Gola, en Galoute, et eux là-bas. Surtout ceux qui sont nés là-bas, toutes les générations qui sont déjà nées là-bas. Et il m'a fallu écrire ce livre pour me rendre compte de choses toutes bêtes, mais qu'à l'époque, j'avais 20 ans. Donc, c'est qu'en 73, Israël avait 25 ans. Mais 25 ans, c'est rien pour un pays. Aujourd'hui, on dit Israël a 75 ans. Oui, d'accord, mais... Et déjà 4 guerres en 73. Et déjà 4 guerres, mais 25 ans, c'est... Et la Seconde Guerre mondiale n'était pas si loin que ça. Donc, tout ça donne la mesure de beaucoup de choses. Et puis, surtout, non pas les répétitions, mais quand même la résonance en 73 et aujourd'hui des mêmes erreurs. Alors justement, j'allais y venir. Cette surprise d'octobre qu'il faut d'ailleurs relativiser, c'est aussi le fruit de l'hubris, ce satané orgueil israélien qui s'est endormi sur sa réputation de supériorité réelle et d'invincibilité. Ça reste j'ai perdu ma note, mais ça reste discutable. Je crois que c'est ce que vous écriviez, page 97. Cette hubris, il explique aussi ce qui s'est passé, selon vous, Pierre Assouline, le 7 octobre 2023. Cette incapacité à envisager que le Hamas puisse réussir une telle percée macabre et barbare. Oui, parce que en 2023, comme en 73, les renseignements étaient là. Comme on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a déjà une commission d'enquête. On n'a pas encore son rapport. Mais je pense que le rapport sera aussi intéressant, mais il ira encore plus loin que le rapport de la commission à Granat de 1973. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a des fuites, beaucoup plus qu'avant, et on sait déjà beaucoup de choses. Il y avait cet orgueil, oui. Et il y a encore cet orgueil qui a coûté très cher à Israël. On n'a pas écouté les signaux d'alerte, notamment des guetteuses à la frontière. Là. Il y a différentes raisons. Mais l'orgueil national, c'est surtout un certain mépris pour l'ennemi, pour l'adversaire, qui n'est pas capable d'eux. Effectivement, on gagne des guerres. Ils gagnent des guerres, oui. Mais je pense que c'est une façon d'endormir l'adversaire que de lui faire croire à sa propre faiblesse. C'est ce que le Hamas a fait tout en travaillant pendant 20 ans pour arriver à cette journée de barbarie absolue qui a été pour moi, quand ça s'est produit le 7 octobre, le soir même, j'ai dit le Hamas a gagné la guerre. Quoi qu'il arrive après, je ne parle pas militairement, encore que c'est toujours pas joué, mais psychologiquement, ils ont réussi quelque chose, c'est d'une part saper la confiance de beaucoup de juifs à l'extérieur dans le côté refuge
de l'État d'Israël pour les Juifs du monde entier, et surtout créer un traumatisme profond en Israël même, au sein de la population, sur la capacité de l'État de les protéger et de l'armée. Si on étudie les textos qui ont été envoyés ce jour-là, depuis le terrain, depuis la rave party... Et ceux-là qui appellent à l'aide... Tous les textos se résument en une phrase. Et si je devais écrire un livre là-dessus, je ne l'écrirais pas. Ce serait « Efod Tzahal ». Où êtes-vous ? Où est l'armée ? Où est l'armée ? Alors ce livre, c'était aussi la rencontre avec Esther autour d'une table d'échecs à Jérusalem, des pages très belles sur la grâce d'une rencontre. Esther qui tient une fonction toute particulière, elle fait partie des Katsin Nifgaim, comme on dit en hébreu. C'est elle qui, parmi d'autres, est chargée d'annoncer la chose aux familles. Le genre d'annonce a arraché le sommet du crâne, dit-elle, page 128, et ce, parfois plusieurs fois par jour, avec un protocole assez strict que vous détaillez, Pierre Assouline. Oui, parce que en fait, l'histoire qui est racontée dans ce roman, qui n'en est pas tout à fait un, c'est la découverte par deux jeunes de 20 ans, donc un Français et une Israélienne, qui sont amoureux, la découverte de l'amour et de la mort en même temps, à travers cette guerre. Non, ils n'ont pas choisi, mais c'est arrivé en même temps. Et évidemment, c'est bon. Moi, j'ai suivi cette jeune fille, parce que le Shabbat, on était libre, on ne travaillait pas. Donc, je sillonnais le pays et c'est là que je l'ai rencontrée. Et donc, je l'accompagnais régulièrement. Et je dois dire que c'est une expérience inoubliable, bien sûr. Parce qu'il fallait une force de caractère pour elle, à 20 ans, pour aller voir des gens, pour leur annoncer ce qu'on peut annoncer de pire à une famille. Et ça aura un coût pour elle. C'est une autre annonce qui va venir perturber cette relation entre vous et Esther. On pense bien sûr, et vous le citez d'ailleurs au livre de David Grossman, une femme fuyant l'annonce, paru en 2011 en France, mais quelques années après la mort d'Uri, son fils, en 2006. Je voudrais qu'on se quitte, cher Pierre Assouline, en écoutant Naomi Shemer. Louis, c'est elle qui a écrit les paroles de cette chanson qui sera l'hymne de cette guerre du Kippour, écrite pour Mathieu Caspier. On écoute Louis. Je rappelle le titre de ce magnifique roman, vraiment, Pierre Assouline, un roman qui me marquera très, très personnellement. L'annonce est publiée chez Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J.